Après l'échange extrêmement tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ce vendredi à Washington, les dirigeants européens se sont réunis ce week-end à Londres, au Royaume-Uni, pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Les contours d'un plan de paix ont commencé à voir le jour, mais alors que contient-il et est-il réellement envisageable? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Hugo est en déplacement, donc je prends le relais avec le reste de l'équipe. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky était donc à Washington DC aux États-Unis pour rencontrer le président américain Donald Trump au sujet d'un accord sur l'exploitation des richesses minières de l'Ukraine avec les États-Unis. On en reparle juste après. Mais la discussion filmée est rapidement devenue très tendue et Donald Trump a menacé Volodymyr Zelensky de laisser tomber l'Ukraine s'il ne concluait pas un accord avec la Russie. Si vous voulez revoir l'extrait intégral, on l'a publié sur Instagram et TikTok ce vendredi. Alors, suite à la confrontation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, des pays alliés de l'Ukraine se sont réunis ce dimanche pour apporter leur soutien à l'Ukraine lors d'un sommet sur la sécurité européenne organisé à Londres. Ce sommet a réuni une quinzaine de dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, mais aussi le Canada et la Turquie. Tous ces dirigeants qui ont tous promis de maintenir l'aide militaire pour aider l'Ukraine, alors que certains craignent que les États-Unis lâchent l'Ukraine en se rapprochant de la Russie. La France et le Royaume-Uni ont même annoncé travailler ensemble sur un plan pour la paix pour l'Ukraine qui sera soumis aux États-Unis. Alors pour le moment, on ne sait pas encore quand sera présenté ce plan, mais dans un entretien au Figaro publié ce dimanche, Emmanuel Macron a parlé d'une première étape qui constituerait en une trêve d'un mois, je cite, dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques pour faciliter un processus de paix. Selon lui, un cessez-le-feu global, incluant aussi les combats terrestres, serait difficile à contrôler en raison de l'ampleur du front qui représente à peu près la distance entre Paris et Budapest, la capitale de la Hongrie. À noter tout de même sur cette première phase que le Royaume-Uni a démenti ce lundi tout accord sur une proposition aussi précise, tout en déclarant travailler avec la France sur un plan effectivement. Le président français a également précisé qu'aucune troupe européenne ne serait déployée sur le sol ukrainien dans l'immédiat. Un déploiement pourrait être envisagé dans un second temps après des négociations et la signature d'un accord de paix pour en garantir l'application. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué être prêt lui aussi à envoyer des troupes au sol et des avions dans les airs dans un second temps pour constituer une force de maintien de la paix. Selon lui, si l'Europe doit faire, je cite, le gros du travail pour défendre la paix sur le continent européen, il est nécessaire qu'elle soit soutenue par les États-Unis, qui reste un allié important. Pour le moment, les États-Unis n'ont eux pas répondu formellement si oui ou non ils fourniraient un filet de sécurité à l'Ukraine. Mais alors de quoi parle Keir Starmer quand il dit que l'Europe doit faire le gros du travail? En fait, il parle principalement du réarmement du continent européen. On en a déjà parlé ces derniers jours, Donald Trump a plusieurs fois remis en cause l'engagement des États-Unis dans l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. Donald Trump a même menacé de quitter l'alliance qui repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Concrètement, selon l'article 5 de l'OTAN, une attaque armée contre un pays membre sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN. Mais Donald Trump a déjà laissé entendre qu'il laisserait la Russie attaquer tout membre de l'OTAN qui ne contribuerait pas suffisamment au budget de l'alliance. En fait, quand on est membre de l'OTAN, il y a théoriquement une obligation pour les membres de consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses de défense, une obligation que ne remplissent pas tous les pays européens membres de l'alliance. Alors face à l'incertitude du soutien américain et à la menace que constitue la Russie pour l'Europe, Emmanuel Macron appelle à un réarmement massif de l'Europe. Concrètement, il souhaite porter les dépenses de défense européennes à 3,5% du PIB, donc l'ensemble des richesses produites par un pays en un an. De son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est donc l'une des principales instances de l'UE, ainsi que Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ont confirmé que plusieurs pays européens allaient augmenter leurs dépenses militaires. À noter qu'un sommet spécial de l'Union européenne sur la défense est prévu ce jeudi à Bruxelles, en Belgique. À cette occasion, Ursula von der Leyen présentera un plan global sur la manière de réarmer l'Europe. On suivra ça. Enfin, troisième élément dont parle Emmanuel Macron dans son interview au Figaro pour protéger l'Ukraine et l'Europe, c'est la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est une stratégie militaire qui vise à prévenir une attaque en menaçant un adversaire de représailles nucléaires dévastatrices. Dans ce cas précis, Emmanuel Macron a relancé le débat sur une dissuasion nucléaire européenne. Aujourd'hui, en Europe, seules la France et la Grande-Bretagne possèdent l'arme nucléaire avec respectivement environ 290 et 225 ogives. Une ogive nucléaire, c'est la charge explosive d'un missile nucléaire ou d'une autre arme stratégique. Cependant, la dissuasion repose en grande partie sur la protection des États-Unis qui disposent eux de plus de 3700 armes nucléaires et stationnent certaines de leurs bombes en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. Emmanuel Macron veut donc discuter avec les autres pays européens de la dissuasion nucléaire pour renforcer leur sécurité. Il propose que certains partenaires participent aux exercices des forces françaises et envisage même de déployer des armes nucléaires chez des alliés. À noter que cette proposition ne fait pas l'unanimité, notamment du côté du Rassemblement
national, Marine Le Pen et Jordan Bardella dénoncent une atteinte à la souveraineté nationale. Maintenant qu'on a dit ça, quelle est la position des États-Unis ? Je le disais, un plan européen doit encore être présenté aux États-Unis. En attendant, ce dimanche, le conseiller à la sécurité nationale américaine, Mike Waltz, a suggéré que la démission de Volodymyr Zelensky pourrait être une solution pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Il faut savoir que c'est une demande de la Russie depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Il faut savoir qu'aucune élection n'a été organisée en Ukraine depuis cette date-là. En tout cas, cette situation est légale au regard de la loi ukrainienne et de la loi martiale. De son côté, Volodymyr Zelensky a jugé qu'il ne serait pas si facile de le remplacer, même si de nouvelles élections étaient organisées en Ukraine, rien ne l'empêcherait de se présenter à nouveau. Il a cependant dit être prêt à démissionner en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce que refusent catégoriquement la Russie et les États-Unis. En tout cas, le président ukrainien a déclaré ce samedi vouloir signer l'accord sur les minerais négociés avec les États-Unis, qui aurait dû être signé ce vendredi. Cet accord prévoit de donner un accès aux États-Unis aux minerais stratégiques de l'Ukraine, sans préciser la façon dont les États-Unis pourraient garantir la sécurité de l'Ukraine en échange. On suivra ça, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu qui concerne la bande de Gaza. Le Hamas a refusé ce dimanche une prolongation de la trêve jusqu'à mi-avril proposée en dernière minute par les États-Unis face au blocage des négociations entre les parties. En fait, la seconde phase du cessez-le-feu dans la bande de Gaza devait avoir lieu ce dimanche, mais Israël a refusé de l'appliquer. Cette phase avait notamment pour objectif un cessez-le-feu permanent et le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Mais de son côté, le Hamas, qui souhaite aller au bout des étapes prévues par l'accord initial, refuse donc cette prolongation de dernière minute qui prévoit notamment la remise immédiate de la moitié des otages vivants ou morts. Et donc en réponse à ce refus du Hamas, Israël a décidé de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire et d'approvisionnement dans la bande de Gaza, un blocage dénoncé par plusieurs pays du Moyen-Orient. De son côté, l'Union européenne a critiqué ce dimanche le Hamas pour avoir refusé la prolongation de la première phase de l'accord de cessez-le-feu et a aussi dénoncé la décision d'Israël de bloquer l'aide humanitaire. Et vu qu'on parle du Proche-Orient, les autorités israéliennes ont déclaré ce lundi qu'une personne était morte et que 4 autres ont été blessés dans un attentat terroriste au couteau à Haïfa, au nord d'Israël. L'auteur a été tué. L'identité de l'assaillant n'a pas encore été révélée, mais l'attaque serait liée au conflit israélo-palestinien selon les premiers éléments. Le Hamas a salué l'attentat comme une opération héroïque sans pour autant la revendiquer. Deuxième actu, en Martinique, 6000 produits de grande consommation sont exonérés de la TVA depuis ce samedi. Selon le préfet du département d'Outre-mer, cette baisse devrait être appliquée dans les prochains jours. La TVA, donc la taxe de valeur ajoutée, c'est une sorte d'impôt payé directement par les consommateurs quand ils achètent un produit. Quand on achète des pâtes par exemple, elles ont un prix toutes taxes comprises et une partie du prix final est reversée à l'État, ce qui n'est donc plus le cas pour 6000 produits en Martinique. À terme, l'objectif sera d'atteindre une baisse moyenne de 20% des prix en Martinique, alors que les denrées alimentaires y sont en moyenne 40% plus chères que dans l'Hexagone selon l'INSEE. La raison de cette différence, c'est notamment parce que la Martinique est située à plus de 6800 km de la France métropolitaine et que les coûts de transport et d'importation sont donc plus élevés. Troisième actu, depuis ce lundi, la file de gauche du périphérique parisien et de certains tronçons des autoroutes A1, A13 et A12 est désormais réservée au covoiturage pendant les heures de pointe. Alors il s'agit pour le moment d'une phase de test et donc concrètement, les conducteurs peuvent uniquement s'engager sur cette voie s'il y a au moins 2 personnes dans le véhicule, du lundi au vendredi, le matin de 7h à 10h30 et le soir de 16h à 20h. Cette restriction ne concerne pas les taxis, les poids lourds, les transports publics ou encore les véhicules prioritaires. Des caméras intelligentes pour détecter le nombre de passagers ont été installées et à partir du 1er mai 2025, une amende de 135 € pourra être infligée en cas de non-respect. L'objectif est notamment d'encourager le covoiturage afin de diminuer la pollution. Quatrième actu, le président de la Colombie a demandé ce dimanche au Parlement du pays de légaliser le cannabis afin de, je cite, sortir de cette culture de violence. Il faut savoir que la Colombie a déjà légalisé le cannabis médicinal en 2016, mais son commerce pour usage récréatif reste pénalisé. Et donc selon le président, l'interdiction de la marijuana en Colombie n'apporte que de la violence. L'objectif de cette légalisation serait notamment de permettre au gouvernement de concentrer son action sur un autre trafic de drogue, celui de la cocaïne. Ce n'est pas la première fois que le président colombien apporte son soutien à la légalisation du cannabis. Depuis son entrée en fonction en 2022, 3 propositions ont été débattues au Parlement, mais aucune n'a obtenu suffisamment de voix pour être adoptée. On ne sait donc pas concrètement ce que ça va donner pour l'instant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Colombie est le plus grand producteur de cocaïne au monde. Selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la production de cocaïne y a augmenté de 53% en 2023 pour atteindre 2600 tonnes par an. Et on termine avec cette bonne nouvelle, la 5e édition de l'événement caritatif de jeux vidéo Speedon a récolté plus de 2,2 millions d'euros en 4 jours pour l'association Médecins du Monde. L'événement a été retransmis sur la chaîne Twitch de MrMV et a duré au total 75 heures en ligne et sur la scène du Centre des Congrès de Lyon. Pendant l'événement, de nombreux joueurs ont réalisé plusieurs dizaines de speedruns, une pratique qui consiste à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. L'un des joueurs a par exemple fini le jeu Super Mario 64 qui dure une quinzaine d'heures en moyenne en seulement 38 minutes, le tout avec les yeux bandés. Bravo à eux. Merci Samy.
amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce format. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.